Je donne tout de suite la parole aux intervenantes pour réserver du temps à la discussion. Et donc, je crois que c'est Madame Catherine Vidal qui commence par cette question qui apparemment intéresse énormément la presse, si j'ai bien compris. Le cerveau, et vous intéresse aussi tous, et nous tous, le cerveau a-t-il un sexe? Alors nous vous donnons la parole. Merci Françoise. Donc, mon intervention aujourd'hui est l'intervention d'une neurobiologiste. Et nous allons débattre ensemble donc de la question « Le cerveau a-t-il un sexe ?» Nous allons voir en fait qu'il n'y a pas de réponse simple à cette question parce que le cerveau n'est pas un organe comme les autres puisque c'est le siège de la pensée. Et à ce titre, on peut dire que le cerveau est à la fois un organe biologique et un organe culturel. En fait, derrière l'interrogation « Le cerveau a-t-il un sexe ?» se profile la question de déterminer la part de l'inné et de l'acquis dans les comportements humains. Et il s'agit là d'un débat fondamental où science et idéologie sont intimement liées. Et la thématique du cerveau et du sexe en offre une illustration frappante, car c'est un sujet qui nous concerne tous et qui de ce fait est particulièrement propice à être exploité par les médias. Je citerai à titre d'exemple ces quelques titres paru récemment dans la presse. La science montre que les hommes et les femmes pensent différemment. Si je suis bête, c'est de la faute à maman. N'est-on homosexuel? D'accord. Je continue. Pourquoi les hommes n'écoutent, c'est tellement important cette dernière phrase, pourquoi les hommes n'écoutent jamais rien et les femmes ne savent pas lire une carte routière? Ces titres se faisaient l'écho de travaux publiés dans des revues scientifiques montrant des différences entre le cerveau des hommes et des femmes, mais aussi entre le cerveau des homosexuels et des hétérosexuels. Je vous propose à présent d'examiner de plus près sur quelles données sont basées ces déclarations, ce qui va nous permettre de distinguer d'une part les faits scientifiques dans leur réalité et d'autre part leurs interprétations. Mais avant de considérer la science contemporaine, faisons un détour historique par le XIXe siècle à la grande époque de la craniométrie. Les anthropologues du XIXe siècle étaient obsédés par la question des relations entre l'intelligence et le volume du cerveau. Tout comme ils étaient convaincus que le cerveau des Blancs était plus gros que celui des Noirs, il était évident pour eux que le cerveau des hommes était plus gros que celui des femmes. Le neuroanatomiste français Paul Broca a largement contribué à renforcer cette thèse. Broca a passé des années à mesurer des cadavres à l'autopsie en utilisant deux types de méthodes qu'il avait personnellement mises au point. La première consistait à remplir la boîte crânienne avec de la grenaille de plomb, puis à peser cette grenaille, ce qui donnait une estimation indirecte du volume du crâne. Et l'autre méthode consistait à prélever directement les cerveaux des cadavres pour les peser. Et c'est ainsi que Broca calcula une différence de 181 grammes entre le poids moyen du cerveau des hommes et celui des femmes. À cette époque, on savait, et Broca le premier, que le volume du cerveau varie en fonction de la taille du corps. Or, les femmes sont à l'évidence plus petites que les hommes. Ce qui est intéressant, c'est le fait que Broca n'a pas pris la peine de mesurer cette influence. Ainsi, il déclarait « On s'est demandé si la petitesse du cerveau de la femme ne dépendait pas exclusivement de la petitesse de son corps. Pourtant, il ne faut pas perdre de vue que la femme est en moyenne un peu moins intelligente que l'homme. Il est donc permis de supposer que la petitesse relative du cerveau de la femme dépend à la fois de son infériorité physique et de son infériorité intellectuelle. » Il est frappant de constater que depuis le XIXe siècle et jusqu'à nos jours, malgré la multiplicité des études portant sur les différences de taille des cerveaux, aucun consensus n'a pu être dégagé sur cette question. La principale raison vient de la disparité des méthodes de mesure qui tiennent plus ou moins compte des facteurs susceptibles d'influencer le volume du cerveau, à savoir la dimension du corps, l'âge, l'état nutritionnel, la cause du décès et la méthode de prélèvement du cerveau. Et c'est ainsi que selon les critères de correction du poids des cerveaux à l'autopsie, on peut obtenir des différences variant de 0 à 180 grammes entre les cerveaux masculins et féminins. Quoi qu'il en soit, sur le plan scientifique,
la question des différences de taille du cerveau entre les sexes apparaît vaine, sachant qu'il n'existe aucun rapport entre le poids du cerveau et les aptitudes intellectuelles. Ce fait était d'ailleurs bien établi au XIXe siècle, grâce à l'autopsie de nombreux hommes célèbres qui, avec la mode de la craniométrie, donnèrent leur cerveau à la science. Les cas d'Anatole France et de Tourguenieff, tous deux d'une intelligence brillante, sont exemplaires. Le cerveau du premier pesait 1 kg et celui du second 2 kg. C'est une différence considérable. Et pour la petite histoire, le cerveau d'Einstein était environ de 10% inférieur à une moyenne estimée à 1,350 kg. Ces chiffres illustrent l'ampleur de la variabilité individuelle du volume cérébral. Il est clair qu'en matière de cerveau, c'est bien la qualité qui prime sur la quantité. Mais encore aujourd'hui, et malgré toutes les évidences, le débat n'est pas clos. La dernière grande polémique date de 1992, à propos d'une étude basée sur des données anthropométriques issues des archives de l'armée américaine. Ces mesures portaient sur la taille des casques, la carrure des uniformes et le poids de 6000 sujets enrôlés dans l'armée. Il en ressortait une classification d'après laquelle la capacité crânienne est supérieure chez les Américains asiatiques comparativement aux Blancs et aux Noirs. De plus, les résultats montraient que le volume du crâne des hommes était supérieur à celui des femmes, de même que les crânes des officiers étaient plus gros que celui des soldats. L'auteur n'a pas hésité à conclure de ses travaux qu'il démontre que la capacité crânienne est proportionnelle au quotient intellectuel, comme quoi les vieilles thèses du XIXe siècle ont la vie dure. Mais revenons à présent à la question du sexe du cerveau, abordée cette fois avec une démarche scientifique rigoureuse. Tout d'abord, il faut préciser que sur le plan strictement biologique, les cerveaux des mâles et des femelles sont différents puisque les fonctions de reproduction sont différentes. C'est au cours de la vie fétale que s'effectue ce qu'on appelle la sexualisation du cerveau. Au début du développement embryonnaire, le sexe génétique de l'embryon, XX pour les femelles et XY pour les mâles, induit la formation des organes sexuels, ovaires, testicules, qui rentrent en fonction très tôt pour fabriquer les hormones sexuelles. Et ces hormones sont sécrétées dans le sang du fœtus et vont ainsi pénétrer dans son cerveau. Et cette imprégnation hormonale précoce va influencer la formation des circuits de neurones qui, plus tard, à la puberté, seront impliqués dans les fonctions de reproduction. Il faut bien voir que ce programme de développement est valable chez tous les mammifères, il est le produit de l'évolution, et c'est précisément dans ce sens qu'il faut comprendre la notion de sexe du cerveau en tant qu'organe biologique. Dans le cerveau du rat, les régions les plus sensibles aux hormones sexuelles sont constituées de petits amas de neurones que l'on voit représentés ici sur une coupe longitudinale de cerveau de rat. Et ces cellules sont situées principalement à la base du cerveau, dans une région qu'on appelle l'hypothalamus, à proximité de l'hypophyse. Vous avez ici l'illustration d'une expérience sur des neurones d'hypothalamus de rat maintenus en survie in vitro et qui montre que les estrogènes accélèrent la croissance des fibres nerveuses. Et c'est par ce type d'action que les hormones sexuelles influencent la formation des circuits de neurones pour mettre en place les fonctions de reproduction. Qu'en est-il à présent chez l'être humain, qui lui aussi possède un hypothalamus à la base du cerveau? En 1991, un anatomiste américain, Simon Levay, publiait dans la revue Science un article comparant la morphologie de l'hypothalamus chez les hommes et les femmes, mais aussi chez les hommes homosexuels. L'étude reposait sur l'observation de cerveaux conservés dans le formol et montrait qu'un tout petit noyau de moins d'1 millimètre est 2 fois plus gros chez les hommes hétérosexuels que chez les hommes homosexuels et les femmes. À partir de ce résultat, Levay n'a pas hésité à conclure qu'il existerait un substrat biologique à l'orientation sexuelle. Il faut souligner que cette opinion est loin d'être partagée par l'ensemble de la communauté scientifique, car la validité des résultats publiés est hautement contestable. Un biais majeur dans cette étude est que les hommes homosexuels étaient morts du sida, contrairement au groupe d'hommes et de femmes hétérosexuels.
Or, on sait que le virus du sida pénètre dans le cerveau et y produit des lésions, ce qui fait que la comparaison entre ces différents groupes n'est pas valable scientifiquement. De toute façon, il n'est pas concevable qu'un minuscule noyau de l'hypothalamus détermine les comportements sexuels humains qui, comme on le sait, sont hautement diversifiés et fluctuent dans le temps en fonction de l'histoire de chaque individu. Et dans ce contexte, il n'est pas très étonnant que d'autres équipes de chercheurs n'aient jamais retrouvé ces résultats. Jusqu'à présent, aucun argument scientifique ne permet de dire que l'homosexualité est due à des causes biologiques, qu'il s'agisse des hormones du cerveau ou des gènes. Il y a 10 ans, des chercheurs ont prétendu avoir trouvé un gène de l'homosexualité. Or, depuis, leur résultat a été complètement démenti, mais le succès médiatique a été tel que cette histoire traîne toujours dans les esprits. Il est important aussi de remarquer que ces études, manifestement peu rigoureuses scientifiquement, ont été publiées dans les revues Nature et Science, pourtant réputées pour leur sérieux. On constate hélas que depuis quelques années, ce genre d'exception à la règle est de moins en moins rare, dès lors qu'il s'agit de sujets à forte retombée médiatique. Parallèlement aux publications sur l'hypothalamus, dans les années 80, des études neuroanatomiques ont montré des différences entre les sexes concernant des faisceaux de fibres ou commissures qui relient les deux hémisphères cérébraux. Il s'agit en particulier de la commissure principale, qu'on voit là, qui forme une sorte de pont entre les deux hémisphères. Certains chercheurs en anatomie avaient prétendu que le corps calleux est plus large chez la femme que chez l'homme. De là, les spéculations sont allées bon train pour expliquer des différences psychologiques entre les sexes par des différences de communication interhémisphérique. C'est ainsi que les femmes seraient davantage capables d'activer leurs deux hémisphères et donc de mener à bien différentes tâches simultanément, alors que les hommes ne pourraient faire qu'une chose à la fois. À l'heure actuelle, on peut considérer l'affaire du corps calleux comme révolue. En effet, d'après une analyse rétrospective de mesures tirées de 50 études publiées depuis 1980, aucune différence significative entre les sexes n'a pu être montrée. Autre sujet souvent invoqué pour différencier les cerveaux masculins et féminins, la latéralisation du cerveau. Dans les années 70, des chercheurs américains lançaient la théorie des deux cerveaux. Le cerveau gauche serait impliqué dans le langage et le raisonnement analytique, tandis que le cerveau droit serait spécialisé dans la représentation de l'espace et des émotions. À partir de là, une fois de plus, le pas a été vite franchi pour attribuer les différences psychologiques entre hommes et femmes à des différences de volume entre les hémisphères cérébraux. Ainsi, les meilleures compétences des hommes en mathématiques résulteraient d'un plus grand développement de l'hémisphère droit, tandis que l'aptitude des femmes pour le langage serait associée à l'hémisphère gauche. À l'heure actuelle, la théorie des deux cerveaux est considérée comme caduque, car beaucoup trop simpliste, face en particulier aux études d'imagerie cérébrale qui permettent désormais de voir le cerveau vivant en train de fonctionner. Vous avez ici représenté le type de machine utilisée pour faire de l'imagerie cérébrale par résonance magnétique ou IRM. La tête du sujet est entourée par un aimant, ce qui permet de mesurer le champ magnétique des atomes du cerveau, et on peut ainsi localiser les régions cérébrales qui sont activées quand, par exemple, on demande au sujet placé dans la machine de faire un test de mémoire ou de calcul mental. Grâce à ce fabuleux outil, on a pu montrer que dans des conditions physiologiques, les deux hémisphères sont en communication permanente et qu'aucun ne fonctionne isolément. De plus, une fonction n'est jamais localisée exclusivement dans une seule région. Ainsi, le langage mobilise une dizaine d'aires cérébrales différentes qui sont localisées non seulement à gauche, mais aussi à droite. Un autre exemple est cette étude portant sur les capacités de calcul mathématique, soi-disant associées à l'hémisphère droit d'après la théorie des deux cerveaux. L'IRM montre précisément le contraire. Pour résoudre des problèmes arithmétiques, les régions les plus activées sont le cortex frontal gauche, ainsi que les aires pariétales postérieures gauche et droite, et ce, quel que soit le sexe du sujet.
En fait, si l'on fait le bilan depuis 10 ans des travaux d'imagerie consacrés aux fonctions cognitives supérieures, sur plus d'1 millier d'études, seulement quelques dizaines ont montré des différences entre les sexes. Mais paradoxalement, les quelques travaux qui font exception sont régulièrement cités. C'est le cas d'une expérience sur le langage qui a fait la une de tous les journaux et qui proclamait qu'on disposait enfin de la preuve scientifique que les hommes et les femmes pensent différemment. L'étude en question utilisait l'IRM pour analyser les régions du cortex activées dans un test de langage consistant à reconnaître des mots qui riment entre eux. Les performances des hommes et des femmes étaient identiques, mais les activations cérébrales étaient différentes. Les 19 hommes examinés utilisaient le cortex frontal gauche, tandis que sur les 19 femmes testées, 11 montraient une activation bilatérale et les 8 autres une activation gauche comme les hommes. Au dire même des auteurs, ces résultats sont préliminaires car ils concernent un seul niveau du cerveau. Ils ne peuvent donc pas être généralisés au reste de l'encéphale où la répartition des activations est probablement différente. Mais peu importe finalement l'étendue des différences. Le point pertinent est que le fait d'observer des différences d'activation entre les sexes ne signifie pas qu'elles sont inscrites dans le cerveau depuis la naissance. Car le fonctionnement du cerveau n'est jamais fixé une fois pour toutes. Il est en permanence en évolution en fonction de l'apprentissage et des événements vécus par l'individu. Cette variabilité individuelle est d'ailleurs observée couramment dans les expériences d'imagerie cérébrale. En voici l'illustration dans cette expérience d'IRM où on demande au sujet de déplacer en imagination des boules de couleur. On va faire ensemble le test. Il s'agit du test de la Tour de Londres qui est fréquemment employé par les neuropsychologues pour détecter des troubles des fonctions cognitives. Le but du jeu est le suivant. En partant de la configuration du bas, il faut dire combien de mouvements de boules sont nécessaires pour réaliser la configuration du haut. Ici, nous sommes dans la situation de contrôle qui sert de référence et il y a simplement 0 ou 1 boule à déplacer mentalement et la réponse est quasiment immédiate. J'espère en tout cas pour vous. Dans la situation facile, 2 ou 3 déplacements de boules sont nécessaires, ce qui prend quelques secondes avant de donner la réponse, qui est 3. On passe ensuite à la situation difficile, qui nécessite d'imaginer 5 ou 6 déplacements. Normalement, le sujet qui est placé dans la machine a 15 secondes pour répondre. Vous en avez déjà plus. La réponse est 5. Bon, vous pouvez constater que ce test apparemment simple devient très compliqué dès qu'il s'agit d'imaginer plus de 5 déplacements successifs. C'est un petit peu comme au jeu d'échecs. Il faut élaborer mentalement plusieurs déplacements possibles. Il faut aussi les mettre en mémoire pour les comparer. Et puis ensuite, il faut décider de la meilleure stratégie. En fait, ce test fait appel à des processus cognitifs hautement élaborés qui permettent de manipuler des représentations mentales. Et ce sont ces fonctions cognitives qui sont à l'œuvre dans notre vécu quotidien pour planifier nos actions dans le temps et dans l'espace et pour élaborer des raisonnements. Alors, que se passe-t-il dans le cerveau pendant ce test ? Vous avez ici représenté en haut les cerveaux de 4 sujets femmes et en bas de 4 sujets hommes. Point important, tous les sujets ont eu le même taux de réussite. Dans le groupe de femmes, on observe une grande variabilité individuelle, d'une part dans l'anatomie du cerveau, mais aussi dans son fonctionnement. On peut voir par exemple certains sujets qui activent leurs neurones plutôt dans les régions frontales, tandis que d'autres vont activer davantage les régions postérieures. Et chez les hommes, on constate le même type de variabilité dans le fonctionnement du cerveau pendant le test. Ainsi, pour atteindre les mêmes performances,
Chaque individu a sa propre façon d'activer son cerveau. Il est clair que dans une vaste majorité des cas, la variabilité individuelle dépasse largement la variabilité entre les sexes, qui en conséquence va faire figure d'exception. Autre point remarquable, plus les opérations mentales sont complexes, plus la variabilité individuelle augmente. Une question fondamentale est de savoir d'où vient cette variabilité dans le fonctionnement du cerveau. Comment la biologie peut-elle l'expliquer? Le cerveau humain est constitué d'environ 100 milliards de neurones qui forment des circuits et communiquent entre eux grâce à des synapses dont le nombre est de l'ordre d'1 million de milliards. On considère qu'un neurone est en moyenne connecté à 10 000 autres. Or, face à ces chiffres astronomiques, on ne trouve que 6 000 gènes dans le cerveau. Cela signifie qu'il n'y a pas assez de gènes pour contrôler la formation des milliards de synapses du cerveau. Quelle est la fonction de ces gènes? Le rôle est déterminant au cours du développement embryonnaire pour guider la mise en place du plan général d'organisation du cerveau, à savoir la formation des hémisphères, du cervelet, du tronc cérébral, etc. Et à la naissance, les grandes lignes de l'architecture du cerveau sont définies et les neurones cessent de se multiplier. Cependant, la construction du cerveau est loin d'être terminée. 90% des synapses vont se former progressivement dans les 15-20 ans suivant la naissance. Vous avez représenté ici des coupes de cortex cérébral humain, de gauche à droite à la naissance et aux âges de 1 mois, 3 mois, 6 mois, 15 mois et 2 ans. L'examen de ces coupes montre que le nombre de neurones reste en moyenne le même. Ce qui change, ce sont les ramifications entre les neurones qui témoignent de la formation des circuits synaptiques. Et c'est précisément sur la construction de ces circuits que l'environnement va intervenir, avec d'une part l'influence de facteurs du milieu intérieur, comme les hormones, ou la présence éventuelle dans le sang d'agents pathogènes ou de produits toxiques. Et il y a aussi, d'autre part, toutes les interactions avec le milieu extérieur, c'est-à-dire l'influence de l'environnement familial et social, et tout ce qui se rapporte à l'expérience vécue. On emploie le terme de plasticité pour qualifier cette propriété du cerveau à se modeler en fonction de l'environnement. L'imagerie cérébrale en donne une fois de plus l'illustration frappante. Vous avez ici le cas d'une expérience en IRM réalisée sur les cerveaux de musiciens, en l'occurrence des violonistes professionnels. On observe que la région de leur cerveau qui contrôle les mouvements de la main gauche est 2 fois plus étendue que chez les sujets témoins non musiciens. Ce résultat correspond au fait que les doigts de la main gauche sont beaucoup plus sollicités sur le manche du violon, contrairement à la main droite qui tient l'archet. Autre point remarquable, cette augmentation de surface est d'autant plus grande que la pratique du violon a commencé tôt. Et le maximum est situé entre 5 et 10 ans, c'est-à-dire à une tranche d'âge où la plasticité cérébrale est particulièrement prononcée. Mais attention, cela ne veut pas dire que les enfants qui commencent le violon plus tard seront de moins bons musiciens, simplement d'autres stratégies d'apprentissage seront mises en jeu. Autre exemple de plasticité cérébrale, mais cette fois à l'âge adulte, il s'agit encore d'une expérience en IRM réalisée sur des cerveaux de chauffeurs de taxi londoniens. Les images montrent que les zones du cerveau qui contrôlent l'orientation dans l'espace sont beaucoup plus développées que chez les sujets témoins. De plus, on observe que cette augmentation de surface est proportionnelle au nombre d'années de conduite des chauffeurs de taxi. Un autre bel exemple est illustré dans cette expérience chez des sujets qui apprennent à jongler avec 3 balles. Après 3 mois d'apprentissage, on observe une extension des régions cérébrales qui contrôlent la représentation de l'espace. Et inversement, on observe une régression quand l'entraînement cesse. L'ensemble de ces résultats
montre bien comment l'expérience vécue modifie le fonctionnement cérébral, ce qui se traduit concrètement par la restructuration de circuits de neurones avec la formation et l'élimination de synapses. Notre histoire individuelle est ainsi sculptée dans notre cerveau tout au long de la vie. Il en résulte que personne ne possède exactement le même cerveau, y compris les vrais jumeaux. Manifestement, l'ensemble de ces arguments plaide en faveur d'un rôle majeur des facteurs socioculturels dans les différences d'aptitudes et de comportement entre les individus et entre les sexes. C'est pourtant la position contraire qui est défendue dans certains milieux scientifiques, principalement aux États-Unis, et qui prétendent que les différences biologiques sont déterminantes pour expliquer les différences sociales et professionnelles entre les hommes et les femmes. Voyons de plus près sur quoi reposent leurs arguments. Il s'agit essentiellement d'études utilisant des tests neuropsychologiques, dont voici quelques exemples. Les femmes réussissent mieux dans des tests de perception visuelle, qui consistent par exemple à identifier deux objets identiques, comme ici des maisons, ou bien à repérer un objet parmi d'autres, ici une clé. Et les femmes sont aussi meilleures dans des tests de langage, comme la fluence verbale, qui consiste à énoncer un maximum de mots commençant par une même lettre. Du côté des hommes, les performances sont meilleures dans des tests d'orientation spatiale, où il faut faire tourner mentalement un objet dans les 3 dimensions de l'espace, aussi dans un autre test où il s'agit de retrouver une figure géométrique simple perdue dans des figures complexes, et enfin les hommes sont meilleurs que les femmes pour viser une cible. Quelles conclusions peut-on tirer de ces expériences? Tout d'abord, il faut garder à l'esprit que les mesures des performances sont des moyennes statistiques. En fait, les différences de score entre les sexes sont modestes et n'excèdent pas 10 à 15%. Cela signifie que la dispersion des valeurs est telle qu'on trouve un nombre non négligeable de femmes qui sont meilleures dans les tests des hommes et réciproquement. Autre remarque, ces types de tests employés en neuropsychologie ne mesurent que des opérations mentales élémentaires qui sont bien évidemment très loin des capacités d'intelligence et d'imagination de la pensée humaine. Enfin, et c'est très important, rien ne permet dans ces expériences de conclure quant à l'origine innée ou acquise des différences de performance entre les hommes et les femmes. Reprenons l'exemple des différences entre les sexes concernant l'orientation spatiale et les capacités verbales. Pour les uns, ces différences s'expliquent par l'action des hormones pendant la vie fœtale. Chez l'embryon masculin, les hormones mâles favoriseraient le développement de l'hémisphère droit spécialisé dans le traitement des informations spatiales, et ce, au détriment de l'hémisphère gauche impliqué dans le langage. Nous avons vu que cette théorie beaucoup trop simpliste ne permet pas de rendre compte de la réalité du fonctionnement du cerveau tel que l'IRM peut le révéler. Mais revenons à ce propos sur l'action des hormones sexuelles sur le cerveau. Chez les animaux, les hormones jouent un rôle fondamental dans le comportement sexuel. Leur action sur le cerveau détermine les périodes de rut et d'accouplement correspondant au moment de l'ovulation et de réceptivité de la femelle. L'être humain, lui, échappe totalement à ce déterminisme. Nous sommes la seule espèce où sexualité et reproduction sont complètement dissociées. Chez nous, le choix du partenaire n'a strictement rien à voir avec les hormones. D'ailleurs, le fait que les homosexuels ne présentent pas de troubles hormonaux l'illustre bien. En fait, dans la sexualité humaine, c'est la culture qui va se substituer à la nature, et je n'insisterai pas sur ce sujet qui sera amplement abordé par les anthropologues au cours du cycle de séminaires. Que dire à présent de la fluence des hormones sur les capacités intellectuelles et les émotions? On entend souvent dire que les hormones interviennent sur la façon de raisonner ou dans les réactions émotionnelles, dans l'intuition, l'agressivité, la compétition, la liste est longue. La démonstration scientifique de ces allégations est loin d'être évidente. Déjà, il faut trouver des tests adéquats
pour mesurer ces différents états mentaux, ce qui ne va pas de soi. Ensuite, il faut pouvoir mesurer les taux d'hormones dans le sang et donc obtenir l'autorisation de comités d'éthique pour pratiquer ces prises de sang chez des volontaires en bonne santé. Il faut aussi réunir un groupe de sujets homogènes concernant l'âge, le niveau socio-culturel et aussi l'absence de traitement médical susceptible d'interférer avec les sécrétions hormonales. Quant aux femmes, il s'impose de les tester toutes au même moment du cycle, et ce à condition qu'elles ne prennent pas la pilule. On peut imaginer que ces conditions ne sont que très rarement réunies, et la plupart des études sur ces questions manquent de données expérimentales rigoureuses. Quelques travaux sérieux ont étudié les capacités spatiales et verbales au cours du cycle menstruel et à la ménopause. Les résultats obtenus jusqu'à présent sont hélas contradictoires et ne permettent pas de conclure quant à l'existence ou non de corrélation entre les taux d'hormones et les performances dans les tests. En fait, pour bien poser le problème, la question n'est pas d'exclure le rôle des hormones sexuelles sur le cerveau, mais de la relativiser par rapport à 1000 autres facteurs qui relèvent de l'expérience personnelle, sociale et culturelle et qui influencent nos capacités intellectuelles et nos humeurs. Dans ce contexte, il est important de rappeler que sur le plan évolutif, une des spécificités du cerveau humain, comparativement aux animaux, est le très grand développement des aires cognitives du néocortex, en particulier dans les régions frontales et même préfrontales. C'est ce cortex préfrontal qui occupe un tiers du cerveau, qui permet les fonctions intellectuelles les plus élaborées, telles que le raisonnement, la conscience, la capacité de se projeter dans l'avenir, de développer la pensée abstraite et l'imagination. C'est en quelque sorte le grand chef d'orchestre de l'activité cérébrale qui supervise tout, y compris les comportements instinctifs fondamentaux comme le comportement alimentaire et la reproduction. On peut dire que le cortex préfrontal permet à l'être humain de se libérer des lois dictées par les hormones et par les gènes. C'est ce qu'a brillamment exprimé le grand biologiste français prix Nobel François Jacob. Comme tout organisme vivant, l'être humain est génétiquement programmé, mais programmé pour apprendre. Chez les organismes plus complexes, le programme génétique devient moins contraignant, en ce sens qu'il ne prescrit pas en détail les différents aspects du comportement, mais laisse à l'organisme la possibilité de choix. L'ouverture du programme génétique augmente au cours de l'évolution pour culminer avec l'humanité. Revenons à présent à la question des différences d'aptitude entre le sexe avec cette autre théorie qui privilégie une origine génétique liée à l'évolution depuis les temps préhistoriques. Le scénario est le suivant. Dans les sociétés primitives, la répartition des tâches voulait que les hommes chasseurs et guerriers soient capables de s'orienter dans l'espace, tandis que les femmes chargées de la cueillette et des enfants restaient près de la caverne et développaient des aptitudes pour le langage. Pour une majorité de préhistoriens, aucune donnée expérimentale ne permet de valider ces théories. En effet, les restes fossiles dont on dispose sont si peu nombreux qu'il est impossible de reconstituer les rapports sociaux de nos ancêtres dans la division du travail. Mais quoi qu'il en soit, les préjugés sur la vie préhistorique ont la vie dure et les courants d'opinion continuent de s'affronter. Les uns raisonnent par simple projection de nos cadres mentaux sur les cultures des hommes du passé, avec une représentation stéréotypée de la famille monogame, où l'homme fort est à la chasse et la femme fragile au foyer. Et à l'inverse, les courants féministes radicaux considèrent que la femme jouait un rôle majeur pendant l'âge d'or du néolithique, et c'est elle qui aurait inventé l'agriculture et assuré la stabilité sociale. Enfin, troisième approche, avec des arguments sociologiques qui montrent le rôle de l'éducation dans les différences d'aptitudes spatiales et verbales entre les sexes. Ainsi, dans nos sociétés occidentales, les petits garçons évoluent davantage que les petites filles dans ce qu'on appelle la sphère publique. Par exemple,
ils sont initiés très tôt à la pratique de jeux collectifs de plein air comme le football. Ces activités sont particulièrement favorables pour apprendre à se repérer dans l'espace et à s'y déplacer. Et ce type d'apprentissage précoce, nous l'avons vu, est susceptible d'agir sur le développement du cerveau en facilitant la formation des circuits de neurones spécialisés dans l'orientation spatiale. En revanche, cette capacité serait moins sollicitée chez les petites filles, qui restent davantage dans la sphère privée, à la maison, situation beaucoup plus propice pour utiliser le langage pour communiquer. Pour conclure sur ces études sociologiques, concernant les aptitudes spatiales, verbales et les mathématiques, de sérieux arguments vont à l'encontre des théories sur l'origine innée des différences entre les sexes. C'est ainsi que ces différences ne sont détectables qu'à partir de l'adolescence et pas avant. De plus, elles disparaissent quand on entraîne les sujets à passer les tests. D'autre part, elles sont beaucoup plus marquées chez les Américains blancs que dans d'autres communautés ethniques. Et enfin, la compilation des résultats de tests d'aptitude publiés depuis 20 ans montre une réduction progressive des écarts de performance entre les sexes, ce qui va de pair avec l'intégration accrue des femmes dans la vie sociale et professionnelle. Alors avant de terminer, je voudrais aborder la question de la génétique du comportement sexuel et vous faire part de la découverte d'un nouveau gène qui nous concerne au plus haut point. Il s'agit du gène de la fidélité conjugale, découvert chez des petits rongeurs sauvages qu'on appelle les campagnols. Il existe deux espèces de campagnols. Il y a ceux qui vivent dans les prairies, qui sont monogames et restent au nid après la naissance des petits. Au contraire, les campagnols des montagnes, eux, sont polygames et fuient le nid, signe manifeste d'infidélité. Les chercheurs américains ont capturé ces campagnols pour les élever en laboratoire et ainsi pouvoir étudier facilement leur cerveau et leurs gènes. Ils ont trouvé que les deux espèces de campagnols présentent des différences dans certaines zones du cerveau qui sont impliquées dans l'action d'une hormone, la vasopressine. D'où l'idée d'injecter de la vasopressine dans le cerveau des campagnols et de voir les effets sur le comportement de fidélité. Mais comment, expérimentalement, tester la fidélité en laboratoire? Les chercheurs ont imaginé un test comprenant deux petites cages reliées par un tunnel. Dans une cage est placée une femelle campagnole qu'on a pris soin d'anesthésier pour prévenir tout risque d'attraction sexuelle. Et dans l'autre cage est placé le mâle campagnol qui a reçu une injection intracérébrale de l'hormone vasopressine. Que se passe-t-il quand on ouvre la porte du tunnel? S'il s'agit d'un campagnol fidèle des prairies, celui-ci va renifler la femelle pendant 2 minutes, puis ensuite s'en désintéresser, on comprend pourquoi. Par contre, s'il s'agit du campagnol volage des montagnes, la durée de reniflement n'est que de 1 minute au lieu de 2 minutes. Voilà donc comment le gène de la sensibilité à la vasopressine est devenu le gène de la fidélité conjugale, et ce, à 1 minute près. On pourrait s'étonner, à juste titre, que cette étude ait été acceptée pour publication par la revue Nature, mais les circonstances étaient favorables. C'était en 1999, en plein dans l'affaire Clinton-Lewinsky. On pouvait ainsi facilement déculpabiliser le président. Il lui manquait tout simplement le bon gène de la fidélité. J'ajouterai quelques remarques pour terminer. Le propos de cet exposé n'est évidemment pas de nier les différences entre les sexes, mais de recentrer le débat sur un terrain le plus objectif possible, qui prenne en compte non seulement la biologie, mais aussi le rôle de l'environnement social et culturel dans la construction de l'identité sexuée. Nous avons vu que le XIXe siècle était celui des mesures physiques du crâne ou du cerveau qui ont été utilisées pour justifier la hiérarchie entre les sexes, les races et les classes sociales. Les critères modernes du XXe siècle sont les tests cognitifs, l'imagerie cérébrale et les gènes. Mais l'enjeu n'a pas changé. Il s'agit toujours de trouver une raison biologique naturelle aux inégalités entre les groupes humains.
Il est clair que le devoir de vigilance des scientifiques et des citoyens face à l'utilisation de la science à des fins idéologiques est plus que jamais d'actualité. Et pour terminer, nous allons revenir à la question de la fidélité et même de la haute fidélité avec cette œuvre d'art contemporaine, version électronique hi-fi du masculin et du féminin. Je vous remercie. Je pose la question aux représentants de la cité. Préférez-vous que nous ayons un débat tout de suite sur la première communication ou un débat après les deux communications? Après les deux? Après les deux? Bon, alors nous vous donnons tout de suite la parole. Madame Barbu, vous avez aussi besoin de la traduction. Bonsoir, donc je suis éthologiste, c'est-à-dire une biologiste qui s'intéresse au comportement, et plus particulièrement au comportement des jeunes enfants au cours de la période préscolaire, c'est-à-dire de 0 à 6 ans, quand l'enfant fréquente la crèche et l'école maternelle. Si vous avez l'occasion d'observer de jeunes enfants dans une cour de récréation ou dans un jardin public, vous constaterez assez rapidement que leurs jeux s'organisent au sein de groupes unisexes le plus souvent et autour d'activités de jeu différents pour les filles et les garçons. Et donc, on peut alors se demander à partir de quel âge et comment se manifestent les conduites sexuées du jeune enfant avec ses camarades, notamment dans le choix des partenaires de jeu, dans le matériel de jeu ou encore dans leurs comportements sociaux. Et viennent ensuite d'autres questions, qui est la compréhension de ces différences sexuées, à savoir pourquoi observe-t-on ces différences entre les filles et les garçons, et plus particulièrement quel est le rôle de l'entourage social, notamment des adultes, parents et non-parents, et quel est le rôle également de l'enfant dans la construction de son identité sexuée. Donc nous allons commencer par aborder ces manifestations précoces des conduites sexuées et tout d'abord dans le choix des partenaires de jeu. Donc cette préférence pour des pairs de même sexe, que l'on appelle phénomène de ségrégation sexuelle, est une caractéristique évidente des groupements spontanés d'enfants que l'on retrouve dans de très nombreuses cultures et c'est un phénomène qui est particulièrement résistant aux interventions ponctuelles des adultes visant à favoriser les échanges mixtes. Donc il y a eu de nombreuses études, de nombreuses observations d'enfants d'âge préscolaire en situation de jeu libre à la crèche ou à l'école maternelle qui ont permis de montrer quand et comment émergeait cette préférence et comment elle évoluait avec l'âge. Donc par exemple sur ce graphique, vous pouvez voir la fréquence des comportements adressés à un pair de même sexe par les garçons et par les filles. Et on peut voir que la préférence pour les partenaires de même sexe apparaît plutôt chez les petites filles vers la fin de la 2e année et seulement vers la fin de la 3e année chez les garçons, que cette préférence devient de plus en plus marquée avec l'âge et dès 5 ans, elle est même plus marquée chez les garçons que chez les filles. Des observations similaires ont été effectuées en école maternelle sur le temps passé joué avec des partenaires de même sexe. Et vous voyez qu'à 4 ans et demi, les enfants passent déjà 3 fois plus de temps à jouer avec des enfants du même sexe qu'eux. Et à 6 ans et demi, 11 fois plus de temps avec des partenaires de même sexe. Une question que l'on peut se poser est, s'agit-il d'un phénomène d'attraction croissante pour des partenaires de même sexe, ou bien s'agit-il d'un évitement des enfants du sexe opposé? Eh bien, on peut voir sur ces graphiques
que l'activité sociale augmente en contexte unisexe pour les garçons et pour les filles, alors qu'elle reste relativement stable en contexte mixte. Donc il semblerait que ce soit plutôt une attraction croissante pour des enfants de même sexe qu'un évitement global des interactions avec des partenaires de sexe opposé. Cela dit, on a pu constater en parallèle que l'activité agonistique, c'est-à-dire négative, les agressions physiques par exemple, diminuait en contexte mixte avec l'âge. Et il semblerait que si les filles n'évitent pas tous les contacts avec les garçons, elles vont quand même tenter de s'échapper ou de se soustraire aux échanges conflictuels ou plus turbulents avec les garçons. On peut dire aussi que ce phénomène de ségrégation sexuelle n'est pas le seul résultat des préférences des enfants. Donc, si on interroge des enfants sur leur choix, un nombre non négligeable d'entre eux disent préférer jouer avec des enfants de l'autre sexe. Mais si on les observe, eh bien on se rend compte que ces enfants ne jouent pas ou jouent peu avec des partenaires du sexe opposé. Et d'ailleurs, en affinant ces observations, notamment en regardant plus particulièrement le succès d'entrée dans les groupes de jeu en fonction du sexe de l'enfant, on s'est rendu compte que les garçons ignoraient ou refusaient plus fréquemment les sollicitations des autres quand ceux-ci étaient des filles. Donc il semble qu'en plus, il y ait un rejet des filles par les garçons, au moins pour l'entrée dans les groupes de jeu. Donc en résumé, il y a une grande convergence de ces observations qui tendent à montrer que l'émergence de la ségrégation sexuelle serait plus le fait des filles, il apparaît plus tôt, que ce phénomène correspondrait essentiellement à une recherche active de partenaires de même sexe, qui serait tout de même couplée pour les filles d'un évitement des échanges négatifs avec les garçons. Et concernant l'évolution de la ségrégation sexuelle, elle serait largement maintenue par les garçons, notamment par ce jeu de rejet des filles dans leur groupe de jeu. Là, voyons maintenant comment on peut expliquer cette préférence pour des partenaires de même sexe. Donc il y a deux approches possibles, deux explications, on va dire, l'une plutôt cognitive, l'autre plutôt comportementale, et on va voir que ces deux approches se complètent, sont très largement complémentaires. Donc un premier facteur qui permet de rendre compte de ce phénomène de ségrégation sexuelle est le fait de connaître et de valoriser son groupe d'appartenance. Donc ça, c'est un processus qui est à la base du fonctionnement des groupes en général et qui fonctionne aussi pour le groupe sexe. On sait que l'enfant est capable très tôt de différencier les personnes des deux sexes et de connaître également sa propre identité sexuée. On en reparlera un petit peu plus tard dans l'exposé. Ce qui veut dire que très tôt, dans les premières années, les enfants connaissent leur groupe d'appartenance du point de vue du sexe, en tout cas. Et effectivement, si on demande à des enfants de 2 ans d'attribuer des caractéristiques aux enfants de leur sexe et du sexe opposé, on se rend compte qu'ils attribuent plus de caractéristiques positives aux enfants de même sexe. Par exemple, si on interroge des filles, elles diront que les autres filles sont gentilles. Et ils vont attribuer plus de caractéristiques négatives aux enfants du sexe opposé. Toujours pour les filles, les garçons tapent tout le temps. Donc c'est un biais en deux groupes qui apparaît plutôt chez les filles et qui est également plus marqué chez les filles. Ensuite, avec notamment la garde en collectivité, les enfants vont pouvoir faire également l'expérience des interactions avec des enfants de même sexe et de sexe opposé. Et d'une façon générale, on a pu montrer que les enfants choisissent préférentiellement des partenaires dont les comportements et les activités sont similaires aux leurs. Notamment chez le jeune enfant, cette compatibilité comportementale faciliterait leurs échanges sociaux à un âge où leurs compétences sociales sont encore peu développées. Ce qui amène à se poser les questions suivantes. Est-ce que les interactions mixtes et unisexes sont-elles différentes du point de vue de la quantité et de la qualité? Et est-ce qu'on observe des différences réelles dans le matériel de jeu qui est utilisé par les filles et les garçons ou encore dans leur façon de se comporter avec leurs camarades?
Donc de nombreuses études ont été menées sur la fréquence et la qualité des interactions mixtes et unisexes, soit en situation expérimentale, c'est-à-dire où l'on contrôle certaines variables comme l'identité de l'enfant, le nombre d'enfants ou encore le matériel de jeu, donc on pourrait dire une situation de laboratoire, ou encore en situation habituelle de vie à la crèche ou en école maternelle, ce qui permet de noter et la fréquence et le contenu de ces interactions dans différents contextes sociaux, mixtes et unisexes. Ces recherches ont effectivement montré que jouer avec des partenaires de même sexe favorise la coordination sociale, la complexité des échanges et la coopération, tandis qu'être placé avec un partenaire de sexe opposé, eh bien cela entraîne des relations plus passives, plus contraignantes et souvent plus conflictuelles. Donc finalement, on voit bien que ces groupes de jeux unisexués sont plus stimulants et plus attrayants pour les enfants, ce qui les amène à privilégier ce contexte de jeu. Alors évidemment, pourquoi y a-t-il ces différences dans les interactions unisexes et mixtes qui nous amènent au matériel de jeu, tout d'abord, des filles et des garçons? Les objets, et plus particulièrement les jouets, ce sont des médiateurs socioculturels extrêmement importants, notamment dans les échanges sociaux entre l'adulte et l'enfant, mais également entre les enfants. Ici, vous avez les résultats d'une vaste enquête qui a été réalisée auprès d'adultes d'âge très variés. Et il s'agissait pour ces adultes de classer les jouets qui leur étaient présentés en masculin, féminin ou neutre. Et ça a permis d'établir cette classification, à savoir que certains jouets étaient vus comme masculins, plus souvent utilisés par les garçons, d'autres jouets plus souvent utilisés par les filles, et enfin des jouets qui pouvaient être utilisés aussi bien par les garçons ou les filles, ce sont les objets neutres. Et de ce fait, le jouet est très souvent utilisé dans les recherches pour étudier les conduites sexuées du jeune enfant. Donc si on observe des enfants en situation de jeu avec leur mère ou bien avec des enfants de même sexe, on leur met à leur disposition des objets masculins, féminins ou neutres et on note la durée de manipulation de ces objets par catégorie. Et on a pu montrer qu'effectivement, dès 24 mois, les enfants jouent préférentiellement avec des jouets dits appropriés à leur sexe dans une culture donnée. Si on essaye de mettre ces choix d'objets sexués en relation avec les choix de partenaires, par exemple chez des filles de 2 ans, 2 ans et demi, une corrélation positive, c'est-à-dire un lien entre leur préférence pour des jouets féminins et le fait d'interagir avec d'autres filles a pu être mise en évidence. Au contraire, pour d'autres filles, quand on pouvait trouver une corrélation positive entre le fait de préférer des jouets masculins et le fait d'interagir plutôt avec des garçons qu'avec d'autres filles. Alors tout d'abord, ces choix sexués dans le matériel de jeu amènent évidemment les enfants à être plus souvent en contact avec des enfants de même sexe. C'est-à-dire la fillette qui préfère jouer à la poupée ou à la dinette va se retrouver plus souvent en contact avec des enfants qui aiment jouer à la poupée ou à la dinette, et donc le plus souvent avec d'autres filles. Mais il faut bien dire également que les enfants, même tout jeunes, des 4-5 ans, ont également des attentes concernant les centres d'intérêt des autres enfants. Donc il y a des expériences qui ont été réalisées où on présente des jouets qui ne sont pas familiers et qui ne sont pas stéréotypés, c'est-à-dire qui peuvent être utilisés aussi bien par des garçons ou des filles, et on leur demande s'ils aiment ou non ce jouet et si les enfants de même sexe et de sexe opposé aimeraient jouer à ce jouet. Eh bien, les enfants qui aiment un jouet affirment que les enfants du même sexe aimeraient aussi ce jouet et qu'au contraire, les enfants de sexe opposé ne l'aimeraient pas. Donc ces choix d'objets sexués semblent d'une part favoriser les contacts entre enfants de même sexe et d'autre part orienter les choix des enfants vers des partenaires susceptibles de partager les mêmes centres d'intérêt.
Donc voyons maintenant s'il existe des différences comportementales entre les filles et les garçons. Il est possible de décrire les comportements des enfants selon un gradient qui va des comportements prosociaux, c'est-à-dire des comportements positifs ou encore qu'on appelle comportements affiliatifs, par exemple les offrandes ou les sollicitations, jusqu'aux comportements dits antisociaux ou encore comportements négatifs ou agonistiques, comme par exemple ici des saisies d'objets ou encore des agressions physiques. Ce qui permet de mesurer la fréquence de ces différents comportements et de définir, de déterminer des styles interactifs individuels. Comment se comporte l'enfant avec les autres enfants. Donc il y a différentes études qui ont permis de montrer que des différences comportementales apparaissaient vers 2 ans et qu'au cours de la 3e année, ces différences étaient encore plus accentuées. Avec un style plutôt communicatif pour les filles, c'est-à-dire qui se caractérise par un plus grand engagement social, par une communication plus positive et plus diversifiée, et un style plutôt coercitif pour les garçons, avec un intérêt plus grand pour les objets, une communication plus négative, communication négative qui est moins diversifiée. Donc vers la fin de la 2e année, il y aurait 2 styles interactifs différents, prosocial pour les filles, coercitif pour les garçons. Et si on essaye de relier ça avec ce phénomène de ségrégation sexuelle, eh bien, ces différences de comportement créeraient des problèmes d'ajustement entre les filles et les garçons dans leurs échanges mixtes et donc les amèneraient à rechercher plutôt des partenaires de même sexe avec qui ils peuvent plus facilement interagir et s'amuser. Pour finir sur ce contexte de ségrégation sexuelle, il est important de souligner que ce phénomène va créer des contextes de socialisation différents pour les filles et les garçons, alors même qu'ils peuvent être placés au sein d'un même groupe comme une classe. Donc ces contextes ont un impact important sur la construction des compétences sociales ou encore sur l'élaboration des rôles sexués. Et notamment, il a été mis en évidence que plus les enfants passaient de temps avec des partenaires de même sexe, et plus leur comportement était différencié, c'est-à-dire stéréotypé. Notamment entre filles, les comportements prosociaux sont plus fréquents, elles sont plus souvent observées dans des activités associatives et plus structurées, notamment par l'utilisation du langage. Elles utilisent un style conversationnel qui est différent aussi de celui des petits garçons. Il est plus indirect, plus associatif, plus intime. Par exemple, on dirait que c'est toi la maman et moi le bébé, d'accord. Ou encore, on va lui mettre une couverture au bébé. Et enfin, elles privilégient également les interactions à 2, c'est-à-dire les interactions dyadiques. Chez les garçons, maintenant, les comportements agressifs sont effectivement plus fréquents. Mais attention, ils restent rares. Ce n'est pas parce qu'un comportement est plus fréquemment observé chez un sexe que l'autre qu'il est dans une quantité très importante. Donc les comportements agressifs sont plus présents, mais ils restent toujours rares. Ils sont plus souvent observés en activité solitaire ou parallèle, donc ce qui traduit un moindre engagement social. Ils ont moins souvent recours au langage et leur style est plutôt impératif et coercitif, c'est-à-dire « toi t'es le voleur, moi le gendarme » ou « fais pas ci, c'est moi qui fais ». Et ils sont plus souvent observés aussi en groupe et ces groupes sont plus concernés par la hiérarchie de dominance et la compétition. Alors il est évident aussi qu'il y a des nuances à apporter à ce portrait des filles et des garçons, c'est-à-dire que toutes les filles en général ne sont pas douces et gentilles et les garçons de brute épaisse. Quand on regarde plus finement ces comportements, on se rend compte que les choses ne sont pas si simples. Et notamment, on sait que la dominance et la compétition existent aussi dans les groupes de filles, tout comme la coopération dans les groupes de garçons. Mais simplement, les enjeux vont être différents. Les objets pour les garçons
les relations amicales pour les filles, qui est une grande source de rivalité, et les stratégies sont également différentes. C'est-à-dire que si les garçons utilisent effectivement plus souvent l'agression physique, les filles, elles, ne vont pas se gêner pour utiliser les agressions verbales qui visent à dénigrer ou exclure un tiers. Donc des enjeux et des stratégies qui sont différentes. Donc si on peut résumer, faire un bilan de ces différentes recherches, on a pu voir qu'entre 2 et 3 ans, on avait des différences entre les filles et les garçons, notamment dans la préférence pour des partenaires de même sexe, dans la préférence pour des jouets appropriés au sexe dans une culture donnée, et ils avaient des comportements sociaux différents. Mais dans ce domaine, il est très important de souligner que les individus adhèrent aux stéréotypes sexués à différents degrés. C'est-à-dire il y a des hommes qui sont plus ou moins masculins et des femmes qui sont plus ou moins féminines. Et surtout, ce que montrent tous ces travaux, c'est que la variabilité à l'intérieur d'une catégorie de sexe est très grande et elle est beaucoup plus grande que la variabilité qu'on peut observer entre les sexes. Pour prendre un exemple trivial, dire que les hommes aiment le foot et que les femmes n'aiment pas le foot, à la fois c'est vrai et c'est faux. C'est-à-dire c'est vrai si on considère ces choses en moyenne sur la population, mais c'est faux dans l'absolu, à savoir qu'évidemment on va trouver des hommes qui n'aiment pas le foot et des femmes qui adorent le foot. Donc ça c'est vraiment essentiel dans la compréhension de ces polémiques qu'il peut y avoir autour de la construction de l'identité sexuée. Donc au-delà de la caractérisation de ces différences, ici de ces différences précoces, la caractérisation de ces différences a été un des thèmes majeurs dans le domaine de la construction de l'identité sexuée. Il y a eu énormément de travaux, et notamment en ce qui concerne le rôle de l'entourage social, donc des adultes, parents et non-parents. Et la question, notamment, que l'on s'est posée, c'est par quels moyens l'entourage social oriente-t-il le développement de l'identité sexuée dans le sens masculin et féminin. Et il ressort de ces recherches que les attentes, les représentations ou encore les attitudes des adultes adoptées à l'égard des filles et des garçons sont très différenciées. Les représentations des adultes, tout d'abord. Comment ils voient les petits garçons et les petites filles. Dans une expérience, on a présenté des nouveau-nés à des adultes dans une maternité. On leur a demandé de décrire ces nouveau-nés. Et donc les adultes ont décrit les garçons plutôt comme étant plus robustes, plus forts et bien bâtis, tandis que les petites filles étaient vues comme étant plus fines, délicates et douces, alors que parfois il s'agissait du même bébé qui était présenté aux adultes. Ou encore, dans une autre expérience où on demandait à des adultes, donc de jeunes adultes non-parents, là, de visionner un film qui mettait en scène un bébé de 9 mois. Pour la moitié de l'échantillon, ce bébé était présenté comme une fille et l'autre moitié, ce bébé était présenté comme un garçon. Et les adultes devaient interpréter les comportements de ce bébé et notamment la cause de ses cris, de ses pleurs. Eh bien, pour le garçon, s'il pleurait, c'est qu'il était en colère, c'est qu'il était actif. Pour la fille, c'est qu'elle avait eu peur, qu'elle était effrayée, qu'elle était fragile. Donc, ce qui montre bien que le sexe qui est annoncé par l'expérimentateur oriente très largement les réponses que font les adultes. Et donc, on peut supposer que ces représentations très typées des filles et des garçons vont également orienter leurs attitudes, leur façon de se comporter avec les petites filles et les petits garçons. Donc on va aborder cette question justement des attitudes des adultes en regardant plus particulièrement les pratiques éducatives des parents. Donc les pressions à se conformer peuvent se traduire différemment dans divers domaines. Par le fait de mettre en place un environnement physique différencié pour les filles et les garçons, ou encore par le fait de privilégier certaines modalités d'interaction avec un certain type de matériel de jeu, ou encore dans le fait d'encourager certaines conduites et d'en censurer d'autres. Et on va voir que les adultes, notamment les parents, sont fortement différenciateurs, c'est-à-dire qu'ils n'élèvent pas de la même façon leur fils ou leur fille.
Concernant l'environnement physique, donc là, très clairement, dès les premiers mois, l'enfant, les garçons et les filles, évoluent dans un environnement qui est très différent, c'est-à-dire du point de vue des jouets, du point de vue de l'habillement ou encore du point de vue de l'habitat. À savoir que si on va dans les foyers, on fait un inventaire de ce qui est mis à la disposition de l'enfant, on constate que chez les garçons, on trouve beaucoup plus souvent des équipements sportifs, des jouets de type outils, voitures. Leurs vêtements sont plus souvent bleus, rouges et blancs. Ils ont des tétines bleues également et leurs meubles sont le plus souvent bleus. Chez les petites filles, on trouve des poupées, des objets à manipuler, des petits objets à manipuler. Leurs vêtements peuvent être multicolores et roses. Elles ont des bijoux et des tétines roses, et les meubles sont jaunes. Donc ce qui est intéressant aussi, c'est que ces enfants, les enfants de ces échantillons, sont à un âge auquel les choix d'objets sexués ne sont pas encore observés. C'est-à-dire que le matériel qui est mis à disposition de l'enfant est très différencié bien avant que l'enfant lui-même manifeste des préférences pour un matériel de jeu qui est censé être approprié à son sexe. Et même pour les cadeaux de Noël, l'enfant a davantage de chances de recevoir le jouet qu'il convoite si ce jouet est en accord avec son identité sexuée. Donc vous voyez qu'en dépit de l'évolution des mentalités, eh bien, filles et garçons évoluent dans un univers qui est très différencié, et ça dès les premiers mois, voire dès les premiers jours de leur vie. Et on va voir que les parents aussi ne se comportent pas de la même façon avec leurs fils et leurs filles. Déjà dans le choix des objets qu'ils utilisent dans leurs interactions, donc on observe les parents et leurs enfants en situation de jeu, on met à leur disposition des jouets masculins, féminins et neutres, et on regarde le temps de manipulation de ces divers objets, et on constate que les parents choisissent préférentiellement des jouets qui est approprié au sexe de l'enfant pour médiatiser leurs échanges. Et on constate même un enthousiasme plus grand de l'adulte quand on met à sa disposition du matériel de jeu qui lui paraît approprié au sexe de son enfant. Il y a d'autres différences dans les modalités d'interaction, notamment les parents tendent aussi à favoriser davantage l'activité physique chez les garçons. Donc quand je dis les parents, il s'agit même plutôt du père. Et quand je parle de l'enfant, il s'agit même plutôt du garçon. C'est-à-dire que les pères sont plus différenciateurs que les mères, particulièrement avec leurs fils. Et donc, ils les orientent davantage vers l'activité physique, c'est-à-dire qu'ils jouent plus brutalement avec eux, et ils se montrent également plus tolérants pour leurs jeux brutaux. Au contraire, les parents sollicitent davantage les filles au niveau interactionnel. C'est-à-dire qu'ils passent plus de temps à susciter les sourires, les vocalisations ou encore les interactions avec leurs filles. Ils répondent également davantage aux tentatives d'interaction de la fille. Et si on les observe dans différentes situations d'interaction, par exemple une situation de résolution d'un problème ou une situation de change, on constate que les parents vont plutôt privilégier l'aspect interpersonnel de la situation avec la fille. Notamment, ils vont faire des commentaires sur son aspect physique, sur son humeur, sur les échanges qui se produisent au moment de la situation, alors qu'avec le garçon, ils vont privilégier la résolution du problème et commenter plus particulièrement les événements extérieurs. En ce qui concerne les pratiques éducatives, donc là encore les parents sont très différenciateurs puisqu'ils vont renforcer, encourager les activités qui sont jugées appropriées pour le sexe de l'enfant. C'est-à-dire qu'ils vont encourager chez les filles des activités comme la danse, le fait de jouer à la poupée, de se déguiser en femme, ou encore encourager aussi les comportements d'aide et de dépendance. Chez les garçons, ils renforcent l'utilisation de jouets masculins. Et au contraire, les parents vont décourager, voire punir, des conduites qu'ils jugent contre-appropriées, comme par exemple pour les filles, les jeux physiques, sauter, courir, escalader, ou pour les garçons, les activités féminines et les demandes d'aide. Donc là encore, ce sont surtout les pères qui sont différenciateurs et surtout
avec leur fils. Donc là encore, il y a toujours des nuances à apporter, parce qu'il y a un certain nombre de variables qui modulent tous ces résultats, c'est-à-dire qu'il y a un ensemble de variables à considérer qui font que ces stéréotypes chez l'enfant sont plus ou moins marqués. Notamment, on a trouvé que ces stéréotypes étaient moins marqués dans les foyers, dans les familles de statut socio-économique supérieur, quand la mère avait un travail, mais plus particulièrement un travail qualifié, et qu'elle en tirait un certain avantage, dans les foyers monoparentaux, quand l'enfant est élevé par la mère, et quand il y a une division égalitaire des tâches ménagères. Au contraire, on trouve que les stéréotypes sont plus marqués quand les adultes adhèrent fortement aux stéréotypes sexués, c'est-à-dire qu'ils en ont l'intime conviction, quand il y a des frères et des sœurs de même sexe dans la fratrie, et en fonction aussi du temps d'exposition devant la télévision. C'est-à-dire que plus l'enfant regarde la télévision, et plus les stéréotypes sont marqués. Donc si on doit considérer le rôle de l'entourage social dans la construction de l'identité sexuée, il est essentiel aussi de prendre en compte le rôle de l'enfant dans sa façon de devenir une fille ou un garçon. Et on va voir qu'il existe des différences précoces entre les filles et les garçons, différences auxquelles les adultes vont aussi s'ajuster. C'est-à-dire que non seulement qu'ils se comportent d'une certaine façon en fonction de leurs stéréotypes, mais ils vont agir également en réponse à des différences entre les filles et les garçons. Par exemple, on a trouvé que les garçons étaient plus stimulés, c'est-à-dire qu'ils étaient plus souvent portés et manipulés au cours des 3 premiers mois de leur vie. Mais dans une perspective d'interaction entre l'enfant et l'adulte, on s'est aussi rendu compte que les garçons pleuraient davantage, qu'ils dormaient moins, qu'ils étaient plus irritables et plus difficiles à consoler, ce qui permet d'expliquer ces différences dans les stimulations tactiles de l'enfant. Également, dans le choix d'objets masculins et féminins par les adultes, on se rend compte que le comportement même de l'enfant peut avoir un effet sur ces choix d'objets. Alors, si on présente à des adultes des bébés, tantôt comme étant un garçon, tantôt comme étant une fille, et on regarde ces choix d'objets. Donc on se rend compte qu'effectivement, le sexe qui est annoncé par l'expérimentateur a un effet sur ces choix. Notamment, les adultes donnent plus d'objets masculins au bébé qui a été présenté comme un garçon. Par contre, ils proposent relativement plus d'objets féminins aux filles, qu'elles soient présentées comme étant une fille ou un garçon. Donc ce qui veut dire que l'adulte répond également à des différences entre ces bébés. Et notamment dans ce cas-là, les différences étaient que les filles passaient davantage de temps vers la mère, qu'elles avaient plus fréquemment des comportements de crainte vis-à-vis de l'étranger, et que du coup cet adulte, pour s'ajuster, choisissait des objets plus doux pour entrer en contact avec la petite fille, objets plus doux qui étaient dans cette expérience-là essentiellement des objets féminins. Donc il y a divers domaines, on a pu mettre en évidence des différences précoces entre les filles et les garçons. Donc j'en ai mis quelques-uns. Par exemple, dans la réactivité et la régulation émotionnelle, il semblerait que les garçons aient une réactivité comportementale et physiologique plus durable et plus intense que les filles, notamment dans des situations de stress. On note aussi des différences dans leur motricité, que ce soit dans leur développement ou leur activité motrice, c'est-à-dire que les garçons dès la naissance sont plutôt hypertoniques, c'est-à-dire assez tendus, plutôt agités, assez mobiles, et ils ont un développement postural et un développement de la marche qui est plus précoce que celui des filles. Les filles, au contraire, sont plutôt hypotoniques, c'est-à-dire plus relâchées en posture, elles paraissent plus calmes, et elles, au contraire, vont avoir un développement plus précoce dans la manipulation des objets, c'est-à-dire dans le développement moteur qui se fait du centre du corps vers les extrémités, ce qui fait qu'elles sont plutôt plus agiles de leurs mains. Concernant l'entourage social, il y a un intérêt plus précoce aussi des filles qui peut se manifester soit à travers
leur communication non verbale avec l'adulte, ou encore dans leur développement langagier qui paraît plus précoce. Donc on a effectivement pu mettre en évidence des différences comportementales très tôt dans le développement des garçons et des filles, différences auxquelles les adultes et notamment les parents vont devoir tenir compte dans leurs interactions sociales avec l'enfant. Toujours dans le rôle de l'enfant, il est essentiel aussi de considérer les connaissances qu'il va construire à propos de cette catégorie de sexe. C'est-à-dire que pour devenir une fille ou un garçon, l'enfant va devoir adopter les conduites qui sont jugées comme étant appropriées à son sexe, dans sa culture. Mais il va devoir aussi être capable d'acquérir et d'articuler un certain nombre de connaissances, être capable notamment de différencier et d'identifier les personnes selon le sexe, être capable de se reconnaître en tant que fille ou garçon, et avoir une certaine connaissance des rôles sexués qui sont attribués aux hommes et aux femmes. Donc, concernant la mise en place de ces connaissances, on sait que cette connaissance fine des traits et des attributs masculins et féminins n'est guère achevée avant la préadolescence. Mais on sait aussi que l'enfant a atteint un premier niveau de connaissance au cours de la période préscolaire et notamment entre 2 et 3 ans. Notamment entre 2 et 3 ans, on sait que l'enfant est capable de classer, de catégoriser, ou encore d'identifier verbalement des photographies de personnes des deux sexes, lui y compris. Et même si on utilise des indices non verbaux, comme par exemple le temps de fixation ou l'orientation du regard, ces capacités sont révélées à un âge plus précoce encore, puisqu'avant 1 an, l'enfant est capable de différencier des photographies de personnes des deux sexes. Il est également capable de différencier des voix d'hommes et de femmes. Et il manifeste également une attention préférentielle pour des sujets du même sexe que lui. Donc, avant 1 an, une capacité à connaître les personnes selon le sexe et à se connaître soi aussi selon cette dimension. Sa connaissance maintenant des rôles sexués, c'est-à-dire des attributs, des valeurs, des occupations qui sont attribuées à l'un ou l'autre sexe dans une culture donnée. Par exemple, la distribution des tâches, coudre, réparer une voiture, l'utilisation des vêtements, mettre une jupe ou une cravate, ou l'utilisation de certains accessoires, utiliser un rouge à lèvres ou utiliser un rasoir. Donc ça, ce sont les rôles sexués chez les adultes. Quand on étudie les rôles sexués chez les enfants, on va s'intéresser à leurs jouets. Donc il y a eu de nombreuses recherches dans ce domaine-là qui ont montré qu'entre 2 et 3 ans également, l'enfant était capable de classer, de catégoriser à la fois les activités et les vêtements des hommes et des femmes. Et même avant, là encore si on utilise des indices non verbaux, à 24 mois, les enfants regardent plus longuement des photographies qui ne sont pas en adéquation avec les normes culturelles. Par exemple, un homme qui se maquille ou un homme qui fait la vaisselle. Cette étude ayant été réalisée en 2001, et comme je vois qu'il y a de nombreux hommes de l'assistance, j'espère que le message sera passé. Donc, ce qui veut dire que l'enfant très jeune, dès 2 ans, est capable de détecter des régularités dans son environnement et des corrélations entre le sexe des personnes et les rôles qui lui sont associés. Et donc, pour finir cet exposé, on a pu voir qu'il existait des différences entre les filles et les garçons au cours de la période préscolaire, dans leurs partenaires de jeu, dans les jouets qu'ils préféraient, dans leurs comportements sociaux. On a pu voir que l'entourage social avait un rôle évidemment essentiel dans la construction de l'identité sexuée, dans le fait que les adultes modèlent en quelque sorte la construction en masculin-féminin, mais il est important aussi de considérer que ces adultes agissent également en réponse à des différences précoces entre les filles et les garçons. Donc l'enfant aussi est acteur de son développement sexué par ses comportements et également par ses connaissances, c'est-à-dire ses capacités à traiter et à organiser les informations de son environnement, ce qui lui permet de se comporter dans cet environnement où il y a des hommes
et des femmes, des garçons et des filles. Donc pour finir, on pourrait dire que le sexe est une réalité biologique, c'est-à-dire qu'on est fille ou garçon, ce qui correspond à notre sexe génétique, c'est-à-dire nous sommes XX, une fille, ou XY, un garçon. Ce qui correspond également au sexe morphologique, et notamment aux organes sexuels externes, qui vont être déterminants dans le sexe qui sera assigné à la naissance. Et le sexe est également une réalité sociale, puisqu'on devient fille ou garçon, c'est-à-dire qu'on va être élevé notamment par nos parents, comme une fille ou un garçon suivant le sexe qui a été assigné à la naissance, et on va adhérer plus ou moins à ces rôles sexués. Donc tout ça pour vous dire que dans ce domaine, il est difficile de réduire la compréhension des différences hommes-femmes à un seul de ces facteurs. Et même, je suis souvent tentée de dire qu'il faut même plutôt avoir une certaine méfiance quand on voit une explication sous un seul angle, biologique ou social. Mais cette construction de l'identité sexuée, elle serait plutôt le résultat d'une interaction complexe entre des facteurs biologiques et des facteurs sociaux qui vont avoir des poids différents à différents moments du développement et différents selon le domaine que l'on considère. Je vous remercie de votre attention.